À toi. Oui, donc Karim Larose, donc je suis un simple citoyen, donc je pense que ce type de rencontre-là est désiré par tous, et donc il fallait que quelqu'un joue le rôle de pivot. Donc ça va être mon rôle aujourd'hui. Je n'ai pas, je suis pas là ici comme référence. Je n'ai évidemment pas des réponses aux questions qu'on se pose tous, mais je suis très, très préoccupé par la situation des églises au Québec. Je fais partie d'un comité à Montréal qui s'appelle Porte ouverte parce qu'on veut que les églises les portes des églises soient ouvertes à tous et à toutes et à la communauté. Et donc, il y a évidemment une réflexion à faire sur ce point. Donc, c'est ça, moi, je suis impliqué dans le coin de Montréal. Ici, si d'ailleurs vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre sur Messenger en tout temps pour continuer la discussion là-dessus. Et, euh, et donc, dans le fond, la rencontre d'aujourd'hui, elle va être forcément partielle et modeste. Dans le fond, l'idée, c'est de faire un premier contact avec des gens qui sont associés à des projets qui sont très, très différents. Pour ça, on vous a envoyé un formulaire. On vous a posé trois questions vraiment très, très directes. Quels sont les points qui ont aidé à la mise de l'avant de vos projets? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Et trois questions organisationnelles que vous aimeriez poser. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire une brève synthèse subjective là, des deux premières questions, des réponses aux deux premières questions. Et puis ensuite, donc l'essentiel de la rencontre va être consacré aux questions que vous avez posées. Donc, j'en ai fait une sélection. Je vais les poser, puis la discussion va s'organiser autour de ça. C'est sûr, comme le disait David, les tours de parole vont devoir être succincts puisqu'on est très, très nombreux puis que le temps est limité. Donc, je vous demanderai peut-être avant de prendre la parole, simplement de dire où vous êtes et peut-être s'il y a un projet concret d'église auquel vous êtes associé, de le mentionner, mais sans entrer dans le détail, bien sûr, de votre situation très, très pointue parce que évidemment, le temps va être trop limité pour aller trop dans le détail des projets. Et puis, si on a le temps à la fin, peut-être un espace de discussion plus général. Donc, une synthèse, donc quelques points qui ont retenu mon attention autour des deux premières questions qui ont été posées. D'abord, la confusion autour de la perception sur ce genre de projet-là. Donc, je le mentionne, je vais pas fournir d'éléments de réponse, mais une certaine confusion dans la population, le fait que les projets de requalification d'églises sont des projets qui demandent une forme d'éducation populaire, qui sont des projets qui sont pas toujours bien compris. Quelle est la place de Rome, par exemple, dans l'équation? Est-ce que le pape ne devrait pas acheminer aux églises du Québec l'argent dont elles ont besoin. Donc, des perceptions basées sur des lieux communs et qui peut-être empêchent la clarté de ce genre de dossier. Donc, une certaine confusion autour de lieux communs. Deuxième point, le manque d'information générale. Donc, comme porteur de projet, c'est ça, on a peine à trouver un lieu pour avoir réponse à toutes nos questions organisationnelles et techniques. Donc, d'où l'intérêt de ce genre de rencontre-là. Donc, plusieurs d'entre vous ont mentionné ça, le manque criant d'informations précises et générales sur ce genre de dossier-là. Donc, il y a un certain nombre de sources, mais elles sont insuffisantes. Il y a la place aussi du Conseil du patrimoine religieux, évidemment, qui accompagne les requalifications, qui est notre interlocuteur par excellence. Quelle place, quelle responsabilité, quels moyens a le Conseil du patrimoine religieux? Donc, ça, c'est une de vos grandes questions et interrogations. Quatrième élément, la place et la responsabilité à la fois de la fabrique et du diocèse. Donc, c'est sûr que pour tous ceux, par exemple, qui ne sont pas catholiques ou qui ne sont pas pratiquants, ben, c'est un terrain un peu complexe, là. C'est des références qui ont été perdues pour un certain nombre de citoyens contemporains, je pense. Et donc, il y a tout un travail de familiarisation avec ben, comment ça fonctionne un diocèse et comment un dialogue, dans le fond, avec les interlocuteurs qui sont les
les interlocuteurs actuels autour des églises. Autre point, la question de la propriété des églises, évidemment. Qui est propriétaire de l'église? Est-ce que c'est la fabrique? Est-ce que c'est le diocèse? Comment cette question-là est tranchée? Et comment ça se fait la cession de propriété d'une église? Et à quelles conditions? Et donc ça varie beaucoup au Québec. Et les expériences que vous avez dans ce domaine-là vont être très, très précieuses, mettre en commun les informations à ce sujet-là. Mais en tout cas, il y a le sentiment que ça, c'est une grande question importante, donc la question même de la propriété. La question de la mobilisation à long terme et du bénévolat. Donc, c'est sûr, moi, je suis là en tant que bénévole, donc j'ai ma vie de tous les jours et j'arrache du temps à ma vie active pour participer à ce genre d'événement-là. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la même situation. Comment on fait pour mobiliser à long terme? Et puis, que faire? C'est le dernier point. Que faire? Donc, nous, de notre côté, par exemple, on est en train de préparer une lettre ouverte aux journaux. Je vais vous inviter à la signer, bien sûr, parce qu'il faut faire pression d'une façon ou d'une autre. Mais que faire? Pour moi, ça passe beaucoup, en tout cas, par le fait de prendre contact, se connaître, se reconnaître, savoir qui travaille sur ces dossiers-là. Moi, ça me manquait cruellement, en tout cas, jusqu'à maintenant. Je vous signale que là, donc, on a une liste d'adresses courriel et moi, je vais mettre en commun toutes les informations que vous m'avez transmises. Je vais en faire une synthèse et je vais faire une question-réponse à partir de toutes les informations qui ont été partagées et je vais communiquer avec vous pour compléter sur les aspects plus techniques des dossiers. Par exemple, on ne pourra pas aborder des questions aussi pointues que le chauffage d'une église, mais ça fait partie des questions qui ont été posées. Mais peut-être que dans la liste, donc certains d'entre vous vont pouvoir compléter des informations relatives à des dossiers plus techniques. Donc, je vais vous contacter par courriel pour compléter la démarche et avoir peut-être un document de base à partir de questions et de vos réponses pour qu'on puisse s'en servir pour la suite. Donc, voilà pour ma synthèse. Il y avait une question. David, je te laisse peut-être gérer les Absolument. questions. Ça marche, Monsieur le DG, à vous. C'est peut-être une question que si vous vouliez des réponses à vos questions, j'aurais pu donner un exemple de réponse. Est-ce que vous voulez qu'on attaque tout de suite la Est-ce question? qu'on est rendu là, Karim? Un exemple de réponse à... Est-ce C'est-à-dire... que vous venez de poser comme scénario? Il y avait plusieurs éléments, puis je pourrais déjà en répondre à deux de comment ça s'est passé de notre côté par expérience, là. Ben, peut-être que... En fait, peut-être je vais me concentrer sur les questions qui ont été formulées. Ça, c'était comme un peu la synthèse des deux premiers points, mais on va revenir en fait sur Vous beaucoup voulez? de ces aspects-là, si ça Il vous n'y a pas de va. problème. Oh oui. Euh, Merci de votre enthousiasme, dit en passant. Je pense que juste là, on explore la formule. Je pense que là, on a comme on va faire un résumé. Après, on va tomber dans des questions. Vous allez pouvoir réagir point par point, mais on essaie de décortiquer justement pour éviter de tomber dans tout le scénario du développement du projet. On a des questions très précises qui ont été demandées. Fait qu'on va vous inviter à répondre à des questions qui sont plus précises. Ça s'en vient. Restez à l'affût, Monsieur le DG. Si vous voulez mettre votre nom aussi, comme ça, je ne vais pas vous appeler Monsieur le DG tout le long, si jamais vous réagissez. C'est bon, je fais ça. Cool. Merci, Karim. donc, ben parfait. Alors, de toute façon, c'est ça. Les questions qui ont été posées rejoignaient beaucoup de ces éléments-là. Donc, je vais commencer par une première. Pourquoi collectivement? C'est une grande question, là. Évidemment, on ne pourra pas consacrer toute la rencontre à ça, mais pourquoi collectivement on ne met pas en place un projet de société pour redonner les églises aux citoyens du Québec et pourquoi, donc dans la même foulée, pourquoi le Conseil du patrimoine religieux est si peu financé alors que plus de 750 églises sont en mutation présentement. Donc, c'est la question des moyens et de ce qu'on peut faire pour dans le fond, pour mettre de la pression peut-être sur le gouvernement pour que les choses changent. Donc, je vous laisse la parole. C'est une question évidemment très, très large, peut-être 3-4 interventions sur le sujet. C'est une grande question, en effet. Ça laisse. Vous pouvez amener juste des éléments de réponse ou des réflexions ou des. N'hésitez pas, on est entre nous. Lily, à vous. Allô, Bonjour. vous m'entendez? Oui, Très OK. bien. On a parlé, vous parlez bien sûr
vous parlez vraiment des pressions qu'on pourrait exercer ou des exemples de... Parce que nous, on a sauvé le presbytère à Saint-Michel-de-Bellechasse, qui est le premier presbytère en Amérique du Nord, qui était laissé à l'abandon puis prêt à être un dépôt à neige et slash condo, mettre à terre et tout ça. Fait que la population de Saint-Michel-de-Bellechasse s'est mobilisée, a appelé les médias, a fait une infoman pour montrer à quel point la situation était ridicule. Puis par la mobilisation du village, ben, en un mois, la ministre Nathalie Roy a classé le bâtiment. Fait que quand la mobilisation citoyenne s'active, C'est vraiment, tu sais, Lily, je pense que c'est vraiment un bel exemple. Puis, tu sais, félicitations, réellement. C'est la question, je pense que, puis Karim, tu me diras si je me trompe, ouais, mais je pense qu'il y a un problème de société, c'est-à-dire que, tu sais, il y a des centaines de bâtiments à revaloriser. Tous les porteurs de projets sont actuellement, tu sais, comme individuellement en train de faire ça dans des centaines de municipalités. Tu sais, je pense que la question, c'est de se demander comment ça peut devenir un projet de société où on pourrait potentiellement imaginer une enveloppe qui est beaucoup, tu sais, où tout le monde n'a pas besoin de se déchirer la chemise, ben tu sais, de c'est la même ça, manière dans chacune des municipalités en exact. même Ben, temps, tu sais. nous, ça a pris ça parce il y a rien d'installé, mais c'est un exemple qui peut servir pour plus tard pour dire, OK, ben, quand, quand les gens votent par la mobilisation citoyenne, dans le fond, tu sais, ça commence par l'individu. Là. Tu sais, quand chaque individu a ce Absolument. bâtiment-là à cœur, ben, il y a des choses qui peuvent se passer. Fait que peut-être qu'il pourrait y avoir une enveloppe de donner aux municipalités ou une obligation aux municipalités de s'occuper de ces bâtiments-là. Tu sais. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Lily. Puis bravo encore pour la réalisation. Daniel, Bonjour. salut. L'éveil, l'éveil des populations face aux bâtiments patrimoniaux se fait quand il y a une menace de démolition. Sans ça, la mobilisation est très réduite au niveau des collectivités. L'autre élément majeur, selon moi, c'est le discours qu'on entretenait, qui est en train de changer, sur le fait qu'un bâtiment religieux, une église, un presbytère, est beaucoup plus coûteux pour les municipalités ou les organismes que de le laisser mourir et que le pic rentre dedans. Jusqu'à tout récemment, le discours économique des élus était une démolition est plus économique, n'entraîne pas de hausse de compte de taxes et ça fait un terrain qui devient vacant pour d'autres projets. Cependant, les dernières études économiques sur le sujet indiquent que pour 80% des églises et bâtiments religieux, le coût maintenant de démolition et de disposition des débris est supérieur pour les municipalités au coût qui aurait coûté s'il avait été entretenu. Fait que là, c'est une donne majeure là, qui vient de changer. Puis, pour terminer, il y a, à ma connaissance, aucun organisme, CPRQ compris, qui a l'expertise pour toutes les phases de transformation d'un bâtiment dit religieux vers une action laïque civile. Les démarches sont entreprises par les groupes de bénévoles et à toutes les fois, il y a des montagnes à gravir, que ce soit au niveau des professionnels, que ce soit au niveau des règles des MRC, des municipalités. C'est sur le dos des bénévoles parce qu'il n'y a pas d'organisme qui a l'expertise globale de ce type de dossier-là. Puis, il y a toujours une question de fond, qui est la volonté présente ou non politique de mener à bien ces projets-là dans les collectivités. Merci beaucoup, Daniel. Ben, puis, tu sais, on parlait d'organismes. Tu sais, j'ai hâte d'entendre l'entremise qui travaille sur un projet en ce sens. Je passe la parole à Martin pour commencer, après Marianne, puis on va terminer avec le duo Louis et plus. Donc, Martin en premier. Merci David, merci Karim. Dans le fond, la réflexion que j'ai par rapport à l'enjeu de société, moi, ça me fait penser un peu à l'enjeu de société qu'ont vécu les pays du bloc de l'Est quand l'URSS est tombée, puis qu'on se demandait qu'est-ce qu'on faisait avec les gros bâtiments soviétiques dans nos villes modernes. Euh, puis, tu sais, l'élément qui est ressorti assez rapidement de ça, c'est que
il y avait deux choix. Tu sais, on le déconstruit parce que c'est plus d'époque, puis on construit du neuf à la place, ou on fait état que c'est de l'infrastructure, puis du bâti qu'on peut réutiliser, qu'on peut donner une nouvelle vocation et tout. Et dans la plupart des pays du bloc de l'Est, c'est la deuxième option qui est retenue. Tu sais, si vous allez visiter ça, ben, des grands monuments immenses qui ont changé complètement la figure des villes, ben, ils sont réutilisés à des nouveaux usages sur la base que, ben, historiquement, on a entretenu, on a bâti, euh, on a construit la ville autour de ces bâtiments-là. Et c'est vrai pour le religieux, mais c'est vrai pour beaucoup de bâtiments patrimoniaux. Ce que Daniel disait juste à l'instant là, par rapport à ça coûte plus cher, tu sais, le discours que ça coûte plus cher les conserver que de les mettre à terre, ben, je pense qu'il faut voir comment on peut s'attaquer à ce discours-là. Tu sais, je suis content de savoir qu'il y a des nouvelles études économiques qui disent le contraire. Là. Je ne les ai pas vues, mais je suis convaincu qu'à mesure où les coûts de construction augmentent, ben, c'est un enjeu que de plus en plus on va se rendre compte que ben, de rebâtir à la place d'une église qui est déjà construite, ben, peut-être que ça ne sera pas nécessairement la meilleure option. Puis, tu sais, comme n'importe quel enjeu de société, je pense qu'il faut que ça passe par un discours assemblé au niveau politique. Puis, je ne sais pas à quel point le Conseil du patrimoine religieux fait des représentations politiques efficaces à ce niveau-là, mais s'il y a plusieurs porteurs de projets de requalification d'églises qui se mettent ensemble sous forme d'un réseau formel ou informel, mais suffisamment organisé pour déposer un argumentaire solide, euh, au gouvernement, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial, à l'Union des municipalités du Québec, peu importe, ben peut-être on pourrait tirer des ressources pour conserver ces acquis-là. Donc, petite réflexion à deux pièces. Merci beaucoup, Martin. Puis, tu sais, j'en profite vu que tout le monde est là. Je vais mettre dans le chat le groupe Facebook des porteurs de projets d'église des Forces fraîches. Si la conversation veut se poursuivre plus tard, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est là pour ça. Marianne. Oui, bonjour. Moi, c'est Marianne, je travaille pour Entremise. On est un OBNL qui offre de l'accompagnement pour la requalification de bâtiments vacants, notamment des églises. Puis on voit à quel point c'est un enjeu qui est vraiment majeur et répandu sur l'ensemble du territoire en ce moment. Donc, merci beaucoup aux Forces fraîches pour avoir fait ce webinaire. Puis par rapport à la question qui a été posée, ben, je pense que les interventions de Martin et euh, j'ai oublié le nom de l'autre personne, malheureusement. Daniel. Daniel, merci. Sont vraiment pertinentes. Puis, tu sais, au niveau économique, il y a les coûts pour la requalification, effectivement, qui peuvent être comparés aux coûts pour la démolition. Mais il y a les ministères aussi qui voient comme les projets de requalification d'églises comme un peu des gouffres financiers sur le long terme. Et je pense qu'il va falloir changer notre discours pour les positionner comme des projets de développement économique et de vitalité dans les secteurs pour qu'il y ait une plus grande tendance à financer ce type de projet-là. Et je pense vraiment que si on se mobilise ensemble puis qu'on monte un certain argumentaire commun qui peut se baser notamment sur les aspects économiques, mais aussi sur les aspects écologiques et sociaux autour de ces projets-là, il y aurait un potentiel de faire bouger les choses. Merci beaucoup, Marianne. Louis-Guillaume. Bonjour. Donc, nous, on est à Montréal. On est Collectif Lutry Montréal, un OBNL. Simplement, je voulais répondre à Daniel qui disait qu'il ne trouvait pas d'organisme capable de gérer l'entièreté de la requalification d'une église. Juste pour dire, nous, en ce moment, on est épaulé par Bâtir son quartier, qui est généralement un organisme qui met sur pied des coops d'habitation, mais qui récemment s'est fait donner le mandat d'accompagner des coops d'artistes comme nous, et qui aussi est vraiment pas réfractaire à l'idée d'inclure des organismes communautaires à l'intérieur de ces projets. Et donc, ça existe. Donc, les groupes de ressources techniques, je ne sais pas à quel point il y en a à l'extérieur de l'île de Montréal. Je ne suis vraiment pas un expert, mais bref, ces groupes-là existent.
Merci beaucoup, Louis. En effet, c'est important de regarder où sont les groupes de ressources techniques. Ceci étant dit, c'est pas disons, on n'a pas accès aux mêmes ressources partout au Québec. Merci beaucoup. Donc, Karim, je te repasse la parole. Oui, ben, je retiens peut-être quelques points de ce qui vient d'être dit. Juste, c'est ça, la question insistait sur le fait qu'il allait y avoir des centaines et des centaines d'églises qui allaient être touchées là, dans les 10 prochaines années par la nécessité d'une requalification. Et donc, en fait, même s'il y a quelques projets qui, heureusement, grâce au dévouement de bénévoles et de gens impliqués, ont réussi à passer le cap, ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup de projets à lancer. Moi, je retiens aussi la question de l'éco-transition. Plusieurs d'entre vous en avez parlé. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un argumentaire qui soit développé de façon rigoureuse sur ces questions-là, c'est-à-dire vraiment l'éco-transition. Comment penser aujourd'hui les changements d'église, mais dans une perspective d'éco-transition qui soit viable aussi, là, économiquement et globalement et socialement. Et puis, la question des représentations politiques. Quelqu'un a parlé de faire des représentations politiques. Je pense que c'est peut-être un moment de prise de conscience, mais il faut se mettre en réseau, il faut qu'on soit organisé et en dialogue et en contact les uns avec les autres pour faire des représentations politiques globalement pour que les choses changent. Là, Et du côté du Conseil du patrimoine religieux, ça a été mentionné par Daniel, c'est vrai que le Conseil du patrimoine religieux, une des propositions qui pourrait être faite, c'est qui s'équipent en fait, qui mettent à disposition des spécialistes des différentes phases de ce genre de projet-là. Donc, il y en a déjà, hein, on le sait, qui sont accessibles pour quelques élus, là, mais un investissement pour en embaucher davantage et les mettre davantage à disposition, qu'ils puissent consacrer du temps à dialoguer avec les citoyens qui sont des porteurs de projets pourrait être une suggestion possible. Est-ce que, Karim, disons, je prendrais 2 interventions Oui, avant d'accord. On a Émilie Lalancette-Néron, à vous. Oui, bonjour, Émilie Lalancette. Moi, dans le fond, je travaille à la ville de Danville, dans les cantons de l'Est. Puis nous, dans notre cœur villageois, ben, on a plusieurs églises, dont 5. Puis nous, tu sais, j'écoute parler les gens, puis justement, le regroupement, je trouve ça hyper intéressant. Mais je me disais peut-être qu'il y aurait une piste de solution avec la nouvelle loi sur la protection du patrimoine culturel. Tu sais, nous, on a aussi à rentrer ça dans nos valises en tant que municipalité, de la mettre en application, puis de faire un registre des biens immobiliers qui ont une valeur patrimoniale. Puis, tu sais, dans les définitions de cette loi-là, ils viennent vraiment définir aussi tout ce qui est aspect historique. Fait que je crois qu'on pourrait aussi peut-être avoir une réflexion autour de cette nouvelle loi-là pour que ça soit aussi un porteur, parce que c'est, tu sais, je crois que c'est bien aussi d'utiliser les moyens de nos gouvernements pour nous appuyer dans notre financement, surtout quand ils sortent des nouvelles lois comme ça, puis qu'on pourrait les utiliser. Super intéressant. Merci, Émilie. Lily. Oui, puis parenthèse, dans les municipalités aussi, s'organiser avec le zonage, parce que ça dépend beaucoup de ce qu'on peut faire avec un projet, dépendamment comment il est zoné, là. Moi, ici, à Lévis, je voulais juste préciser, en fait, que j'ai parlé du presbytère de Saint-Michel de Bellechasse, mais le projet que je porte personnellement, c'est l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Lévis, qui est une petite église sur le bord du fleuve. Puis, nous, en fait, la façon qu'on a trouvé aussi d'avoir un pouvoir politique, si on peut dire ça comme ça, c'est que dans la mission de l'OBNL, dans les lettres patentes, on a vraiment mis une clause comme quoi l'OBNL est voué à la préservation, la requalification des bâtiments patrimoniaux qui peut redonner son argent à entretenir le bâtiment. C'était super important, c'est quoi s'il y en a qui sont en train de fonder un OBNL. Puis, mais la mécanique du bâtiment, disons, elle est possédée par une coop. Donc, puis sur ce CA-là, cet autre CA-là, on a des professionnels, puis je vais vous les donner. Je vais peut-être l'écrire dans le chat, là. Moi, mon conjoint est inspecteur en bâtiment. Fait on a ici à Québec, là, à Lévis, Québec, Groupe Expert Québec, qui peut vraiment vous donner beaucoup d'aide là, au niveau de l'inspection du bâtiment. Et puis, il y a Daniel Goudreau aussi, qui est un menuisier d'art ici, qui est pour les Ursulines ou les Augustines, je ne me souviens plus, là, en tout cas, qui fait vraiment, qui est une ressource spécialisée. Fait que je vais vous les mettre dans le chat si vous voulez avoir accès à ça. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Lily. Très apprécié.
pour les références. Karim, on pourrait peut-être passer à la prochaine question. Oui, une question peut-être un peu plus pointue, mais qui est absolument cruciale et qui touche, je pense, nos possibilités d'avoir des leviers comme citoyens, c'est comment empêcher les propriétaires de laisser les églises à l'abandon. Et ça, évidemment, ça touche, on peut peut-être joindre à ça notre lien, les liens que nous avons avec la fabrique et avec les diocèses. C'est deux instances qui sont très, très différentes, même si évidemment elles sont liées, mais quels sont les leviers à notre disposition pour empêcher les propriétaires de laisser les églises à l'abandon? Et on a parlé, Émilie a parlé de la nouvelle, je ne sais pas si c'est une loi sur le patrimoine culturel, mais ça en fait partie, donc c'est lié un peu à ce que Émilie vient de dire. Donc, question large. Quels sont les leviers qu'on a pour agir, pour sonner, dans le fond, l'alarme dans ces situations-là? J'inviterais, tu sais, on est presque 60 aujourd'hui, fait que je vous inviterais à des nouvelles personnes à lever la main. On veut donner un maximum de visibilité. Donc, je vais laisser Lily baisser sa main, puis je vais inviter d'autres personnes à interagir ou à partager des idées. Est-ce Je que l'ai la oublié, question je est m'excuse. claire? Il n'y a aucun problème. Est-ce que la question est claire? Est-ce qu'on a des leviers pour... veux-tu répéter la question, s'il te plaît, Karim, pour que ce soit clair? Oui, alors comment empêcher les propriétaires de laisser les églises à l'abandon? Donc, les propriétaires actuels, en majorité pour le moment, ce sont les fabriques et le diocèse par extension, si on veut. Mais sur le plan légal, ce sont les fabriques. S'il y a, en fait, on voit que les églises sont désaffectées et puis qu'il n'y a rien qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut invoquer? Excellent. Ben, Maître Terrien, à vous. Bonjour. Émilie Terrien, donc pour le projet de station Viauville, donc je suis avocate en droit immobilier. En fait, à Montréal particulièrement, là, il y a un règlement qui vient d'être adopté et entré en vigueur là, sur la préservation des bâtiments, là, sur l'entretien des bâtiments. Celui-là, évidemment, là, c'est pas encore implanté de manière concrète dans tous les arrondissements, là, mais il y a de nouveaux leviers là, qui permettent de forcer la note là, pour forcer un propriétaire à entretenir son bâtiment. Puis il n'y a pas d'exception là, par rapport à un bâtiment que ce soit une église ou ils n'ont pas de pitié, même si c'est une église. Là, donc, il y a ce premier levier-là. Oui, il y a quelqu'un qui mentionne le droit de préemption, effectivement, mais ça, c'est pas tant pour forcer l'entretien, mais c'est pour forcer, c'est pour en fait faire en sorte que ça soit peut-être pas vendu ou du moins faire peur, tu sais, c'est faire peur faire peur à la fabrique que si elle veut vendre à un tiers, ben, elle est obligée, évidemment, s'il y a une offre d'achat, là, elle est obligée de l'envoyer à la ville, puis la ville pourrait se porter acquéreuse là, de l'Église. Fait que ça, ce sont des leviers. Au niveau de la loi sur les biens culturels, sur le patrimoine culturel, pardon, ça, il y a eu une mise à jour récemment qui donne aussi certains outils là, du côté du ministre. Mais tu sais, je dirais autrement des leviers légaux de ce bout-là. C'est pour s'assurer qu'une fabrique arrête de négliger son immeuble ou quelque chose comme ça. Si on veut il y a aussi moyen d'essayer de voir avec la fabrique si, par exemple, le groupe citoyen peut sécuriser l'église. Là, sécuriser, je ne parle pas au niveau physique, mais sécuriser la propriété de l'église pendant un certain nombre de temps, pendant que le groupe fait son projet. Ceux qui connaissent le projet Station Viauville savent pourquoi je parle de ça, là, parce que nous autres, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un tiers qui a fait une offre d'achat qui a été acceptée par la fabrique. Donc, c'est pas fini. Mais bref, c'est ça. Ça, c'est un autre levier. Au niveau politique, ce qui est un peu dommage, puis même juridique, c'est que chaque palier se croise malheureusement un peu les bras en regardant les choses aller, parce que chacun a ses propres limites en termes tu sais, il n'y a personne dans les trois qui peut forcer une église de manière, concrète, par exemple, à vendre à un OBNL. Il n'y en a aucune qui peut forcer je pense, jusqu'à prendre possession du droit de propriété, là, une ville de dire, ben là, t'arrêtes, moi, c'est moi qui deviens propriétaire, sauf par expropriation.
là, c'est un autre outil qui pourrait peut-être être vu, mais il y a la loi sur l'expropriation qui vient aussi d'être comme une nouvelle mouture vient d'être adoptée comme il y a quelques jours là, à l'Assemblée nationale. Fait qu'il faut évidemment voir là-dedans quels outils pourraient peut-être s'avérer applicables, mais ça demande de la volonté de la part des villes et ça, c'est très difficile. Merci beaucoup, Émilie. Voilà, c'était mon intervention. Super, vraiment. Jackie. Oui, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Bon, c'est Saint-Simon de Rimouski. Bonjour. On était supposé, vous avez parlé du patrimoine religieux pour la propriété de l'Église. On est la seule province au Canada où que c'est la fabrique qui est propriétaire de l'Église. Dans les autres provinces, c'est l'archevêché qui est propriétaire. Nous autres, ici, on devait fermer il y a 20 ans. On est 440 personnes. Et ils voulaient se débarrasser de nous autres. On est allé voir l'archevêché. On avait à peu près 75 000 ou 80 000. Et là, ils ont dit, il ne faut pas toucher aux 80 000 et vous devez ne pas faire de déficit. À ce moment-là, on a fait ça en 20 ans sur les 440 personnes. J'ai fait ça avec 150 personnes sur 20 ans. Et à ce moment-là, on ne peut pas la détériorer. Si on la détériore, c'est parce que les gens ne nous donnent plus une scène. Moi, je suis allé voir les deux, les religieux et les athées. Les capitations sont dirigées comme ça. S'ils veulent mettre l'argent sur l'hostie, il me le dit. S'ils veulent le mettre sur l'architecture de l'Église, on me le fournit. Donc, ça fait 20 ans que je suis là-dedans et là, on est en train de faire un transfert au niveau culturel. On a fait une première réunion sur les 400 personnes, on a eu une 50aine de personnes. C'est un bon pourcentage. Parce qu'on a autour de nous autres des endroits qui sont à 1000, 2000, 3000 personnes, ils ont été 25. Ce qui veut dire, ça demande du bénévolat. Puis vous savez que le bénévolat, il est en descente, il est dans une luge en 5e vitesse. Du bénévole, tu as ça pour 2 heures, 3 heures. Il y a 5 ans, je pouvais les avoir 4 jours. Là, à ce moment-là, s'ils les laissent à l'abandon, les gens veulent qu'elle ferme l'Église. Ils veulent s'en débarrasser. Moi, je peux vous le dire, dans 20 ans, là, j'allais faire mon épicerie à Trois-Pistoles ou ailleurs. Quand est-ce que ça va fermer l'Église? J'ai dit, je sais que je vais mourir un jour. Vous n'êtes pas obligé de me le dire à chaque journée, par exemple. Ce qui veut dire, moi, je me suis amusé avec ça, j'adore ça. Je fais du bénévolat à 150 %. Jackie, merci pour le témoignage, puis bravo pour votre réalisation. Pardon? C'est Baudouin. Baudouin, parfait. Ben, Baudouin. Ben, merci beaucoup. Bravo pour ce que vous avez accompli. Puis tout le monde ici, je pense, comprend la charge que vous devez porter depuis 20 ans. Fait qu'on vous lève notre chapeau, sincèrement. Puis merci d'être là aujourd'hui. Ça a apporté beaucoup de valeur à la discussion. Je vais passer la parole à Daniel. Excusez-moi, allez-y, une dernière intervention très courte. Je suis content de vous voir aussi puis de participer ça avec vous autres. Excellent. Ben, ça fait plaisir. Tout le monde est content. Danny, à vous. Oui, première petite chose, je vais me dépêcher vite. Monsieur Gagnon, Jackie, bonjour, parce qu'on se connaît bien, parce que j'étais à Saint-Simon autrefois comme DG. Bon, voilà, petite parenthèse. Nous, à Notre-Dame-des-Neiges, qui est en fait souvent confondu avec Trois-Pistoles, on a acheté l'église de municipalité, en fait, qui date de 1907. On l'a acheté il y a 2 ans. Là, tout seul en tant que DG, mais aussi historien de formation, j'ai fait des recherches sur le bâtiment pour, en fait, motiver un peu mon conseil municipal, parce que je suis DG de la municipalité, pour les encourager à ce qu'on conserve le bâtiment. Parce que oui, il y avait l'intention de l'acheter pour qu'il ne soit pas entre les mains de n'importe qui, pour qu'il ne soit pas détérioré. Il y a une fierté locale de ce petit bâtiment-là que tout le monde voit en passant sur la 132, qui est la seule voie d'accès vers la Gaspésie. Mais en fait, c'est ça. Donc, on a réussi à se convaincre puis à se retrousser les manches en se disant on va faire de quoi avec cette église-là qui va être surtout culturelle. Mais la façon qu'on a eu de convaincre, par contre, le reste de la population, c'est de leur dire écoutez,
c'est vous qui avez payé autrefois la dîme. Même certains citoyens en 1907 ont aussi mis vraiment des bras sur le bâtiment. Ils ont construit, ils ont vraiment collaboré au niveau matériel, au niveau énergie, tout ça. Donc, on s'est dit, écoutez, il faut que ça vous revienne en quelque part, ça. Fait on va vous impliquer là-dedans, dans un sens où on va vous redonner à la collectivité, on va faire des activités pour vous autres, ça va être votre lieu. Ça, c'est la première chose au niveau moral, au niveau collectif. Je pense qu'il faut vraiment partager ce message-là. Ça, c'est la première chose. Ce que je peux rajouter avec ce que Mme Terrien a dit tout à l'heure, parce que c'est ça que je l'ai dit comme solution partielle, ce qui est celle d'avoir le règlement sur l'entretien. Parce que le ministère de la Culture oblige d'avoir ce règlement-là pour toutes les municipalités. Si je ne m'abuse, en 2025, on va être obligé de tous l'avoir. Donc, ça va être, je pense, une bonne chose, un bon levier pour pouvoir agir efficacement avec la législation, puis les actants de la législation. Mais je rajouterais l'autre moyen qu'on vient en fait d'acquérir, si on veut, lundi qui vient tout juste de passer en séance de conseil, c'est qu'on a cité le bâtiment. Une citation, qu'est-ce que ça fait? Je ne vous l'apprendrai sûrement pas parce que vous avez sûrement déjà fait des petites démarches ou au moins lu là-dessus. Contrairement au classement qui fait parfois un peu peur à certaines personnes parce que ça veut dire l'entretenir et conserver les matériaux, la façon de faire avec les artisans et tout ça, ce qui rend ça un peu contraignant, un peu dispendieux, qui fait beaucoup peur à ceux qui vont acquérir ces bâtiments-là. La citation, elle, par exemple, elle peut être faite par une municipalité, ce qu'on a fait de notre côté. Puis je vous invite à aller voir vos municipalités pour justement faire ces demandes-là s'ils ne le font pas eux autres d'emblée, parce que ça permet ça, la municipalité va avoir un droit de regard avec son comité consultatif en urbanisme ou son conseil local du patrimoine, qu'on a d'ailleurs dans les deux cas chez nous, à obliger ceux qui voudraient se départir de ces bâtiments-là ou de les démolir ou de les transformer, les obliger à faire une demande auprès de la municipalité pour avoir un permis de démolition. Donc, ça doit passer au conseil. C'est une obligation lorsqu'un bâtiment est cité par une municipalité. Donc, ça, c'est peut-être pas une armure à 100%, mais ça donne, je pense, un bon coup de pouce. Et en bonus, qu'est-ce que ça peut faire, une citation? C'est que ça peut permettre des accès à certains financements pour la requalification. On a d'ailleurs le programme de requalification des lieux de culte qui, elle, n'est accessible que pour les bâtiments religieux qui vont être requalifiés. Donc, vous avez là-dedans, si vous voulez changer votre système de chauffage, c'est admissible. Si vous voulez en faire comme nous autres, une salle de spectacle, faire enlever les bancs, refaire un autre vêtement de sol, des choses comme ça, reconfigurer, c'est quelque chose qui est admissible aussi. Mais ça prend la citation. Fait que vous avez, je pense, dans ce cas-là, une pierre deux coups. C'est ce que je vous conseillerais de votre côté. Nous autres, c'est en train de fonctionner. Puis comme je vous dis, je le fais avec 0 sous. Je suis allé chercher des subventions un peu partout. C'est pas terminé. À date, l'Église m'a rien coûté. Je l'ai même adapté pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un projet de 50 000 qui ne nous a rien coûté. C'est avec le Prima, parce qu'on est allé chercher des sous au niveau des personnes âgées puis des personnes à mobilité réduite. Donc, des solutions, il y en a plein. Mais ce qui est plate, c'est qu'il faut gratter. Puis bientôt, on va être beaucoup trop de monde en a demandé avec une enveloppe probablement très réduite. Mais ceci dit, je pense qu'on a quand même certaines solutions, certains outils qui sont comme ceux-là. En tout cas, moi, je vous dirais vraiment, la citation, je pense que ça donne un véritable coup de pouce. Merci beaucoup, C'est mon M. avis. DG. Ça fait la preuve chez nous que ça fonctionne. Excellent. C'est parfait et c'était ultra intéressant. Je parole à Christophe, Daniel, puis je repasse à Karim. Christophe. Salut David, salut Karim, Salut. bonjour tout le monde. Je travaille pour le BIM. On travaille à un deuxième projet de requalification d'une église anglicane classée, construite en 1870. J'ai envie de ramener mon intervention sur empêcher l'abandon, forcer la maintenance des églises. Moi, ça me ramène un peu à égale capacité de l'utiliser dans l'immédiat ou ultimement, quand il y a un projet terrain qui s'y implanterait, à l'église Saint-Luc à Waterloo, l'enjeu principal, c'était les bancs, la capacité de l'utiliser l'église est limitée par la présence des bancs fixes. Nous, quand on a négocié l'acquisition de l'église directement avec le diocèse anglican, je ne connais pas tous les tenants aboutissants des fabriques, diocèses, tout ça, mais eux nous disaient que à travers leur parc immobilier d'église, c'était la principale embûche pour un peu les maintenir en vie, parce qu'après ça,
Tu as des bancs, tu ne peux pas le louer à n'importe quelle utilisation, ça se prête juste à certains usages. Donc, eux-mêmes, leur discours du diocèse, de la personne qui gérait l'immobilier de ça, c'était carrément ça son discours. Donc, on parle de levier, quoi que ce soit, puis j'ai envie de revenir sur ce que Martin disait sur la représentation entre est-ce qu'on a envie de préserver les bancs à tout prix, même dans une église classée, ou on a envie de préserver le bâtiment dans son ensemble. Puis il y a comme je pense qu'il y a une discussion à avoir là, puis aussi, mais d'impliquer ces gestionnaires immobiliers-là plus largement dans la conversation. Là, je ne sais pas si aujourd'hui on a quelqu'un du diocèse ou de l'archevêché, je ne sais pas trop quoi, mais je pense que ça serait important de comprendre eux qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas bien les chauffer ou qu'ils ne souhaitent pas les maintenir parce qu'ils ne sont pas capables de les utiliser. En tout cas, ça, c'était notre expérience donc, qui nous a été communiquée. Donc, moi, je dirais dans cette pertinent. là. Ouais. Merci, Christophe. Daniel, le dernier mot. Puis là, Martin, si c'est vraiment lié à ce qu'on est en train de se dire, sinon, je passerai à Karim pour la prochaine question. Il nous reste encore un 12 minutes officiel. Cool. Merci beaucoup. Daniel, à toi. Rapidement, à la question d'origine, qui était de trouver des leviers, moi, ce que j'entends, là, c'est que l'information est vraiment à la connaissance de formes à géométrie variable. Quand moi, je disais tantôt qu'il n'y avait pas de ressources, en Gaspésie, là, le diocèse nous dit qu'il y a 65 églises, et le diocèse n'a pas les ressources, même si c'est la propriété et la responsabilité des fabriques qui sont toutes en train de crier famine. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas de ressources. Et ceux qui publiquement nous disent qu'ils peuvent nous accompagner, nous écrivent, par contre, qu'ils n'ont pas les ressources matérielles, financières et en ressources humaines pour nous supporter. Fait que ça, c'est ma réalité depuis bientôt 9 ans. Donc, mais par contre, ce qui m'encourage, et c'est pour ça que vous me voyez ce matin, c'est que ma source d'information la plus complète, la plus uniforme, je la prends via les caucus des forces fraîches. Et ça me donne une certaine harmonie dans mon bénévolat qui est pas en chute-lude comme une luge, là. Au contraire, être en ascension vers l'Everest. Mais ma santé, je paye pour le rendu à mon âge. Fait que c'est tout ça qu'il y a à mettre en perspective. Et je termine, je pense que pour arriver à un levier, les commentaires de M. Larrivé, qui agit au niveau d'une municipalité, bien, ce serait bien peut-être de partir sur cette base-là, qui a une application à toutes les municipalités potentielles. Parce que moi, depuis 2 étés, j'ai de la visite de maires, de mairesses, de directeurs et directrices de municipalités qui viennent en Gaspésie, à mon domicile, pour nous consulter pour comment faire des projets. Fait qu'on n'est pas tout seul perdu dans le champ, là. Okay? Absolument. Puis merci, Daniel. Je te laisserai, Martin, comme dire à haute voix ta réflexion en mode let's go. Ouais, mon paragraphe, ça fait peur, hein? En fait, mon idée, c'était qu'il y a une question de branding à penser au niveau de la requalification d'église. Tu sais, je pense, tantôt, on parle beaucoup que ça fait peur. Ça fait peur aux municipalités, ça coûte cher, c'est compliqué, il y a de la réglementation autour de ça. Mais ce qu'on met pas assez souvent de l'avant, c'est quoi les thématiques dans lesquelles ça peut s'inscrire en termes de stratégie pour les décideurs publics. Je l'ai marqué là en commentaire, mais de l'économie circulaire, c'est 100% ça, mais on n'en parle pas quand on parle de requalification d'église. Puis pourtant, il y a de l'argent pour l'économie circulaire. L'innovation, il y a plein de projets d'église, de requalification d'église qui sont 100% dans l'innovation sociale, souvent même dans l'innovation technologique, dans des matériaux qui sont utilisés pour requalifier. Il y a vraiment quelque chose à penser là. Puis en développement économique, on l'a mentionné plus tôt. C'est que si on va vers un argumentaire regroupé, je lance la balle là-dedans. Donc, c'est tout. C'était super pertinent. Merci, Martin. Karim, je te repasse la parole. Puis ça dit en passant, à 13h, ceux qui doivent quitter quittent. L'enregistrement va être disponible par la suite. Karim, toi, tu aurais jusqu'à quelle heure si on aurait le goût de consolider la discussion? As-tu un petit peu de temps? Peut-être oui, une quinzaine de minutes de plus. On peut se donner jusqu'à 13h15. Parfait. Mais n'hésitez pas, ceux qui doivent quitter, là, sentez-vous pas mal. Karim.
Oui, juste dire à ceux qui doivent quitter, ceux et celles qui doivent quitter. Donc, moi, je vais vous contacter par courriel. Il y a plein de choses qui ont été évoquées, particulièrement sur la question de la citation, la création d'une OBNL. Je vais essayer d'aller chercher ces réponses-là. C'est-à-dire que si vous avez des informations, je pense que c'est le temps de rester en contact, de poursuivre le dialogue, de rassembler ça, d'avoir les petites informations de base qui peuvent être juste utiles pour creuser des sillons dans chacun de nos projets. Et donc, juste être attentif à vos courriels. Il va sans doute y avoir toutes sortes de sujets abordés, mais prenez le temps, s'il vous plaît, d'y répondre pour poursuivre la discussion. Et puis, simplement pour insister sur ce qu'Émilie disait au début, oui, le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, c'est neuf. Ça, c'est nouveau. C'est un outil qui est vraiment nouveau et qui a des dents comme jamais auparavant. Donc, il va y avoir des moutures dans chaque municipalité. Ça va être différent. Le contenu va être un peu différent à chaque fois, mais ça peut être un levier auquel se référer et qui peut contraindre les municipalités un peu plus, en tout cas. Peut-être dernier élément à évoquer, c'est la mobilisation citoyenne. Donc, évidemment, il y a plein de questions que je n'ai pas eu le temps de mentionner, mais mobilisation citoyenne. Donc, évidemment, il y a des gros enjeux. Qu'est-ce qui a fonctionné chez vous? Évidemment, je pense à Viauville, là, qui ont eu une démarche un peu exemplaire, là, mais qu'est-ce qui a maintenu l'intérêt de la mobilisation? Parce que c'est ça qui est difficile. C'est que Daniel l'a évoqué, quand on est un porteur de projet principal ou deux, c'est trop peu. Donc, comment rassembler et qu'est-ce qui a fonctionné chez vous? J'ai vu qu'on a peu de temps, je vous demande à être, disons, amener 2, 3 points clés pour qu'on ait un maximum de scénarios différents. Émilie. Ben, 3 points. Le premier, les médias sociaux. On a créé un groupe Facebook où est-ce qu'on tenait au courant les gens. Quand on rencontrait des politiciens, quand on faisait des choses, on prenait ça en photo, on tenait les gens au courant. La deuxième chose, en parler, nous, c'est dans notre voisinage d'église-là. Fait que, on en parle à tout le monde. Donc, les gens se sentent plus interpellés qu'on pourrait penser par rapport aux églises parce que les gens ont vécu toutes sortes d'émotions dans ces endroits-là, au-delà du caractère religieux de la chose. Donc, il y a ça. Puis aussi, faire un maximum de rencontres avec un maximum de parties prenantes, même que parfois ça peut sembler un peu. Puis je trouve ça intéressant, Martin, que tu réinsistes sur la question du branding parce que c'est ça. Nous, quand on rencontrait, par exemple, la Chambre de commerce de l'Est, on leur disait, c'est un projet de développement économique qu'on veut faire. C'est de l'économie sociale, mais c'est un développement économique. Comprenez tout à fait. Donc, c'est comme ça qu'on était capable de garder nos gens mobilisés parce tout notre réseau de contacts politique, social, économique, on les tenait informés. Tout le monde était intéressé par ça. Puis en même temps, la population en tant que telle, les gens autour avec les réseaux sociaux, on continuait à les tenir informés. Donc, voilà. Merci, Émilie. Alexandre. Oui, de notre côté, nous autres, à Saint-Adolphe-d'Howard, dans les Laurentides, en fait, la requalification ou conversion d'église dans une autre fonction que religieuse est inscrite dans un projet d'un plan de développement de communauté nourricière. Donc, c'est peut-être d'inscrire ce projet-là dans un projet plus grand ou dans un projet plus impliquant que juste un OBNL ou quelque chose comme. Donc là, c'est vraiment un projet sur un peu plus long terme, mais dans une communauté nourricière. Puis sinon, il y a quelque chose qui joue aussi en notre faveur à Saint-Adolphe, c'est qu'il n'y a pas juste l'église, il y a le terrain aussi qui vient avec. Mais c'est parce que le terrain, de l'autre côté de la rue, c'est un parc et puis c'est un stationnement qui est utilisé par la municipalité. Fait que si ce projet-là tombe dans les mains de promoteurs privés puis qu'ils développent quelque chose avec ça, la ville perd un grand stationnement puis un parc. Fait que c'est sûr que c'est pas en leur intérêt de laisser ça tomber. Donc, une mobilisation citoyenne ou un projet citoyen viendrait peut-être plus rejoindre les objectifs, là. Merci beaucoup, Alexandre. Lily. Allô, dans notre cas, nous, la fabrique a été volontaire pour nous nommer déjà gestionnaire intérimaire, même si la vente n'est pas finie, n'est pas finalisée. Puis pour eux, c'était super
dans le fond, ça fait qu'on entretient le bâtiment. C'était win-win, là, comme on dit, là, comme échange. Puis ce qui fait qu'on peut déjà inviter les gens à venir à des 5 à 7 de réseautage. On en fait 2 cette semaine pour présenter l'OBNL et tout ça, qui va s'occuper de la bâtisse. L'endroit n'est pas encore désacralisé. Nous, dans notre cas, là, d'ailleurs, il va y avoir une cérémonie. Ça aussi, ça doit être, je ne sais pas encore c'est quoi le processus de désacralisation, mais ça s'en vient. Mais tout ça pour dire qu'ils ont gardé les portes ouvertes à nous recevoir gracieusement. Puis, on invite les gens à nous mettre dans une petite boîte là, leurs souhaits, leurs vœux, leurs mémoires, leurs souvenirs au sujet de l'Église, parce qu'il y a beaucoup de gens de la communauté qui nous disent « Ah, moi, je me suis mariée là, j'ai baptisé mon enfant là. » Ils sont vraiment attachés. Fait qu'on leur donne l'espace de parole, puis on va avoir un hall qui va demeurer ouvert au public. On est quand même pignon sur rue parce qu'il y a la piste cyclable qui passe l'été, il y a beaucoup de monde qui passe. Fait qu'on garde le hall de l'Église comme un espace muséal un peu, là, ouvert aux gens qui voudraient venir encore voir, se faire un petit tour, puis il va y avoir un mur des mémoires, un mur des souvenirs des gens de la paroisse. Fait que je pense que ça sécurise beaucoup les gens de voir que. C'est des belles idées, en effet, de faire vivre les souvenirs. Je ne l'ai pas entendu assez souvent. Fait que je trouve que c'est une très bonne idée. Daniel. Ben, en résumé, en même temps que nos BNL se constituent de bénévoles pour acquérir une église, il y a tout le processus d'acquisition avec la fabrique, avec le diocèse et les conditions à remplir. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous demande de faire décoller un avion tout en l'assemblant. Fait que le pari, c'est ce qu'on a pris chez nous, étant donné que des bénévoles ont du temps et des forces limitées, ça a été de conjuguer, oui, Facebook, oui, mais aussi des projets d'activité, puisqu'il fallait avoir de la circulation sur le pont en construction, en mode d'adhésion, en mode d'attraction, en mode de curiosité. Donc, ça faisait que le bouche à oreille avait beaucoup plus d'amplitude sur le résultat des visiteurs à nos activités. Et ça s'est fait progressivement, beaucoup en termes de projets pilotes pour éviter qu'on se casse la gueule. Et à notre grande surprise, on n'a aucun projet pilote qui a été un échec. Au contraire, ça a été un tremplin, soit pour plus d'amplitude à ce projet-là, ou une diversité, parce que l'adhésion faisait son chemin pour dire « Ah, j'embarque là-dedans ». Il ne s'agit pas d'avoir 50 adhésions. Il s'agit d'en avoir 2, 3 qui, eux, entraînent par adhésion les 7-8 qui suivent et qui fait que ta salle passe de 25 en présence à 75 à la prochaine activité. Fait que c'était la diversité qu'on a utilisée là-dedans. Et c'est bien de valeur, mais on n'a plus le choix de reculer. On est trop avancé. On a une pression d'acceptabilité sociale favorable, positive, qui est constante à ce moment-là. Merci beaucoup, Daniel. Karim. Oui, ben, je reviendrai peut-être sur simplement un élément qu'a mentionné Lily, la récolte des souvenirs. C'est vrai que nous, en tout cas, on est allé aussi, il y a une démarche historique aussi, puis qui est en lien avec les entreprises de requalification et juste un outil qui est intéressant à garder en tête dans nos démarches, c'est ben souvent, donc quand une église peut être citée, tant mieux. Quand elle ne peut pas l'être, ben on peut quand même parler de la question du patrimoine social. C'est pas le patrimoine architectural, c'est pas une citation. L'Église n'est pas protégée officiellement, mais on peut mettre l'accent sur le patrimoine social. La place que cette Église-là a eue et continue d'avoir dans la vie de tous les jours et dans l'histoire du lieu et dans l'histoire citoyenne, dans le fond, autour d'une histoire citoyenne. Et ça, c'est un élément qu'on peut mettre de plus en plus de l'avant. Je pense qu'il y a certainement des pressions à faire autour de cette idée-là. Je vous propose peut-être, là, on est en overtime, mais je vous propose qu'on parle peut-être du lien avec les fabriques et le diocèse. C'est un petit peu plus technique, mais c'est souvent clé. Comment ça se passe? Je sais, en tout cas, à Montréal, puis Émilie, on se connaît bien, là, peut en témoigner aussi.
ben, le rapport avec la fabrique, et c'est dans le fond, c'est le goulot d'étranglement où ça passe ou ça casse, dans le fond. Ce sont les propriétaires actuels. Je sais qu'il y a des histoires de passation qui se sont bien déroulées. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou quand quand il n'y a justement pas de désir de passation ou quand il y a des enjeux de pouvoir autour de la question des bâtiments, comment vous avez vécu ça ou comment vous avez dénoué ça ou des pistes de solutions? Question super intéressante. Est-ce que vous avez eu des bonnes discussions avec la fabrique? Est-ce qu'ils vous ont facilement cédé le bâtiment ou est-ce qu'il y avait des conflits au niveau de l'utilisation par la suite, des ententes que vous avez faites, par exemple? Ou des volte-face, des fois? De volte-face. Émilie. C'est sûr que je peux parler de notre expérience. Tu sais, nous, on avait présenté le projet à la fabrique parce qu'on savait que tu sais, on voyait l'église qui était en abandon. Puis, tu sais, la fabrique a adhéré à 300% à notre projet dès le départ. Super enthousiaste, disait que c'était en phase avec les valeurs qu'ils voulaient léguer. Le seul, ben, en tout cas, le hic dans notre cas, c'est qu'il y avait déjà eu un projet citoyen qui avait été mis en œuvre qui a duré à peu près 8 ans, quelques années auparavant, et ça n'avait pas marché. Donc, la fabrique était très échaudée par ça. Donc, et le bâtiment se détériorant de plus en plus parce qu'il n'est pas chauffé depuis 4 ans. La fabrique était très enthousiaste, mais elle n'avait pas envie d'attendre aussi longtemps. Puis nous autres non plus, évidemment. Donc, ça a joué, mais je l'ai écrit dans le chat. Là, le gros enjeu, là, c'est la spéculation immobilière à Montréal. OK? En région, ça peut être très différent dépendamment d'où c'est. Mais à Montréal, je m'excuse, je vous dis tout ça, mais avec l'expérience que j'ai à Montréal, je suis très pessimiste. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun groupe citoyen qui va être capable de sauver une église à Montréal parce qu'on va toujours se faire bypasser par quelqu'un, un privé qui a de l'argent puis qui va être capable de bypasser une offre d'achat. Comme celle qu'on a faite. Donc, c'est ça. Mais en région, je sais qu'il y a des fabriques qui sont prêtes à donner des églises. Nous-mêmes, avec toute l'expérience qu'on a acquise dans la dernière année et demie, on accompagne une église dans le coin de Sherbrooke, on accompagne un groupe citoyen. Eux autres, la fabrique veut leur donner. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je la sécurise pour la prochaine année. J'ai dit, on fait pas notre, tu sais, si tu ne vends pas ça un tiers, tu ne fais rien dans la prochaine année. Tu nous laisses faire notre projet, puis tu nous laisses le droit de l'acheter en priorité à 1 $. Donc, c'est ça. Fait que bref, ça pour nous, c'est comme. Fait que la fabrique, quand elle est arrivée pour nous dire on a eu une offre d'achat, on a beau en avoir fait une à peu près pareil à une condition près. Ils ont préféré le promoteur. Ben, en fait, on ne sait pas si c'est un promoteur. On a des détails, je ne peux pas vous les donner, mais tu sais, mais ils ont préféré l'autre offre. Je pense que tu sais, c'est l'argent. L'argent va être ce qui va malheureusement être le principal facteur. Si je suis rendu cynique de même, là, mais c'est ça. Merci Voilà. beaucoup, Émilie. Ben, c'est un très bon témoignage. Monsieur Baudouin. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Là, nous autres, on est, comme je vous ai dit, après 20 ans, là, on a eu la municipalité. Nous autres, on est une municipalité dévitalisée à l'os. Ce qui veut dire qu'il y aurait possibilité d'avoir certaines subventions. On a eu une réunion avec l'archevêché, on n'a pas eu de problème. Ils nous ont aidés. On a fait une rencontre avec le maire, la personne qui était responsable à la MRC des Églises, Mme Brière, la fabrique, et à ce moment-là, l'archevêché est avec l'économe diocésain. Là, on a tout parlé pour le maire, mais vous savez qu'il y a des municipalités dévitalisées qui ne peuvent pas supporter l'Église. Ils sont déjà dans la marde, ce qui veut dire qu'on est deux dans la marde. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je comprenais, moi, la municipalité qui ne voulait pas l'avoir. On a 2 salles déjà, la salle Ernest Lepage et la salle des Jardins. Donc, la citation, le nouveau maire qu'on a, il serait positif de le faire, mais à ce moment-là, comme vous avez vu tantôt, il y a des subventions pour ça lorsqu'elle est citée. C'est déjà intéressant. Mais en plus,
pour les 20 ans que j'ai eus dernièrement, j'ai donné toute l'information à la municipalité des 450 personnes. J'envoyais toute l'information et je peux vous dire, l'autre élément, si on fait un changement dans l'Église, il faut que j'aie l'autorisation de faire des dons de charité. Parce que si je n'avais pas eu ça, on serait fermé, ça ferait 15 ans. Parce que là, il y a des gens qui veulent donner des dons, mais ils veulent avoir un remboursement d'impôts. Et moi, avec les 150 personnes que je vous ai dit, j'en ai qui ne payent pas d'impôts. Ils gagnent 18 500 par année. Puis ils m'ont donné 500 $. Fait qu'à ce moment-là, moi, je trouve qu'avec l'archevêché, ça a été numéro 1. Pas de trouble. Puis ils sont contents, oui. Merci beaucoup, M. Baudouin, pour ce témoignage-là. Puis, je tiens à dire, tu sais, un truc que moi, que j'ai vu beaucoup, puis je passe la parole à Christophe puis à Karim, c'est que souvent, il y a quand même une déconnexion entre le projet de revalorisation puis les besoins du milieu. Ça veut Ben dire oui. que c'est comme une initiative qui vient un peu se déposer, désincarner sur le besoin du territoire. On parlait de participation citoyenne, puis c'est pas dans le cas de Montréal autant qu'il y a dans plusieurs territoires de plusieurs régions au Québec, mais j'ai souvent vu, tu sais, en fait, c'est plutôt facile d'imaginer à quel point une démarche organisée de participation citoyenne où on fait émerger les besoins du milieu puis on crée une proposition à l'image de la communauté aurait eu une meilleure accueil autant de la part genre, du municipal que de la fabrique qu'un projet qui est un peu comme déconnecté, genre un café avec un mur d'escalade, mais que personne n'a l'air de l'avoir demandé par le milieu. Fait que je veux juste dire que la participation citoyenne pour mobiliser, mais aussi pour connaître les besoins du milieu, pour faire une proposition qui est originale, qui est connectée aux besoins. Christophe? Ben, dans notre cas, où est-ce qu'on a eu à dealer avec le diocèse anglican, la relation a quand même été assez positive. Puis, tu sais, bon, je rebondis sur ce qu'Émilie parlait au niveau Montréal, région. Je ne sais pas ailleurs au Québec comment ça se passe, mais en Estrie, bon, il y a les Églises unies, les Églises anglicanes, il y en a des congrégations. Puis, bon, c'est pas exhaustif, mais il y a une église à Lac-Brome, une église à Sherbrooke qui sont à vendre par des communautés unies. Puis, visiblement, les deux communautés, ils veulent recevoir le 500 000, le 650 000 $. Puis, même le genre de projet d'économie sociale, projet porté par la communauté, ils ne sont pas réceptifs à ça. De notre côté, avec le diocèse, c'était grâce à un projet d'économie sociale, un projet culturel, que l'acquisition s'est faite à moindre coût puis que ça a été beaucoup plus facile parce qu'eux étaient comme, ben, nous, c'est ça qu'on souhaite, on souhaite que l'Église demeure. Donc, il y a comme je sais pas, moi, dans beaucoup de trucs, j'ai envie d'en connaître plus sur les rouages internes, les priorités des congrégations puis des organisations religieuses parce qu'on est un peu, je sais pas, c'est inconnu un peu ce qui se trame derrière ça, donc à réfléchir. Merci, Christophe. Karim? Oui, simplement rebondir sur ce que disait Émilie sur le pouvoir de l'argent puis la spéculation immobilière. C'est sûr qu'en contexte montréalais, là, c'est une pression immense, mais ça peut aussi être une occasion de réfléchir à la question de la propriété des églises. En France, la propriété des églises est passée aux communes. Ce sont les municipalités qui sont devenues propriétaires de toutes les églises de France. Et puis, il y a une raison quand même assez historique à ça, c'est que les églises ont été construites par l'intermédiaire, évidemment, des dons des paroissiens d'alors. Et donc, je pense qu'il y a une distinction à faire entre la légalité, donc oui, les églises appartiennent aux fabriques, et puis la légitimité. Et je pense qu'on a intérêt en tant que citoyen à mettre de l'avant un argumentaire qui vient questionner cette barrière-là. Et donc, un argumentaire qui a une certaine forme de radicalité, là, dans le sens où ces églises-là, moi, je n'étais pas dans la paroisse que j'habite aujourd'hui, mais dans le fond, les arrière-grands-parents des gens qui étaient ici ont financé ces églises-là partout au Québec. Et donc, ça vient du don de citoyens, des paroissiens d'alors. Ils s'appellent des citoyens aujourd'hui. Et quand il y a désir donc
de céder devant le pouvoir de l'argent. Je crois on a tout intérêt à bâtir un argumentaire rigoureux sur cette question-là. Un argumentaire sérieux, mais autour de la question de l'illégitimité qu'il y a à laisser aller purement, simplement ces églises-là au privé, par exemple, ou à des promoteurs qui ont des intérêts qui ne sont pas communautaires ou citoyens ou collectifs, hein, qui sont purement commerciaux. Donc, en tout cas, c'est un élément d'argumentaire. Ultra intéressant. Première fois que j'entends ça, sans farce, c'est très intéressant. Monsieur Fallu. Bonjour, Yves Fallu, Saint-Étienne de Bolton, en Estrie. Bonjour. Est-ce que j'ai bien compris, Maître Terrien, que le diocèse de Sherbrooke base leurs décisions simplement sur l'argent? Il ne faut pas en conclure ça absolument. Je parle surtout de l'expérience montréalaise, mais compte tenu de... Puis, ça semble cynique comme commentaire, mais je tiens à préciser que ça se comprend aussi en même temps. OK? Puis il y a plusieurs volets là-dedans. Il y a évidemment l'argent qui est requis pour entretenir les autres. Ce n'est pas nécessairement toutes les églises. Il y en a certaines. Là, des fois, je donne l'exemple dans mon coin, la fabrique a 2 églises. Il y en a une avait gardé le culte, l'autre, elle l'abandonne. Fait que l'argent de la vente de cette église-là aurait servi à entretenir l'autre. Fait que je peux comprendre le désir d'aller chercher un maximum d'argent. OK? Ça, je tiens à le préciser. Fait que oui, ça me rend cynique par rapport à ça parce que quand tu as un groupe citoyen qui a des moyens et un pace, un rythme de vitesse complètement différent d'un privé, on n'a aucune chance. C'est malheureux, mais c'est ça à Montréal. Puis même au-delà de ça, souvent, on peut avoir un préjugé défavorable envers des OBNL, disons un bien inconscient de se dire, ben là, c'est un groupe citoyen, leur financement, c'est pas sûr, tandis que le privé, ben c'est sûr, il y a l'argent, il y a le staff, ça se comprend. Puis c'est pour ça que je disais qu'en région, ils étaient prêts à les donner. Mais il n'y a personne, mais je suis à peu près convaincu. Tant mieux si c'est en a que c'est l'exception. Mais si tu as le choix entre, en région, un promoteur qui arrive qui dit, moi, je mets 200 000, puis le groupe citoyen qui dit, ben moi, je pensais que vous alliez me la donner. Ça se peut que la fabrique priorise celui qui est prêt à mettre 200 000. Tant mieux si dans certains endroits, c'est pas ça qui est priorisé. Merci, c'est la Émilie. nuance que je tiens à apporter. Est-ce que M. Fallu voulait réagir? Non, parfait. Entendu. Dernier mot, là, disons 30 secondes pour Lily, puis après un mot de la fin, on va essayer de clore à écart. Oui, question zonage. Là, nous, en fait, ici, on ne pourrait même pas dire qu'on veut faire une vocation commerciale ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est si courant que les zonages se font changer de même en claquant des doigts avec une enveloppe de 2000 pièces ou d'emblée, toutes les églises sont sur des terrains qui sont zonés, ici, je pense que c'est communautaire, édifices gouvernementaux et unifamiliales. On ne pourrait pas dire, nous, on bâtit, on fait une boutique, on n'a même pas le droit de faire un café, là, fait que, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me répondre à ce sujet-là? Est-ce que Je toutes pense que les églises... Christophe a levé la main, fait qu'on va... Christophe, est-ce que tu veux répondre à ça? Ben, dans notre situation à Waterloo, on a effectué une demande de modification de zonage. C'était assez simple comme processus. Peut-être que j'étais déjà familier avec ça. Mais puis la municipalité, devant notre argumentaire, a accordé l'usage commercial dans la zone. Puis la zone n'était pas limitée à l'immeuble, donc c'était facile pour eux là, En fait, ça aurait été peut-être plus difficile pour eux là, de l'accorder vu que ça incluait d'autres propriétés, mais ils l'ont fait devant la présentation du projet. Je vous invite à vous envoyer les courriels pour poursuivre ça, parce que je pense qu'il y a une opportunité de collabo. Merci pour la question, merci pour la réponse. Karim, mot de la fin. Oui, oui, alors la question du zonage, Lily, effectivement, super importante. Ça fait partie des questions sur lesquelles je vais revenir en courriel pour qu'on puisse rassembler effectivement des informations. À ma connaissance, le changement de zonage à Montréal, en tout cas, est quelque chose d'assez complexe qui fait l'objet d'un processus. Ça s'appelle un PPC-moi. Il y a consultation habituellement de la population, mais j'ai l'impression en même temps qu'il y a une telle pression
et il va y avoir une curée sur les églises, en tout cas dans les centres urbains plus importants, ça certainement, et peut-être même en région aussi, c'est à voir, mais je pense qu'il y a une pression pour un changement de zonage. Et donc, ben, dans le fond, on va faire le suivi de toutes ces questions-là, d'abord par courriel, puis on va mettre l'information sur Force Fraîche. Et je pense, pour ceux qui ont, j'ai vu dans le chat, certains ont des documents d'accompagnement, des choses qu'ils ont préparées. Nous aussi, on en a. Je pense qu'on a tout intérêt à mettre ça en commun, donc faire circuler ça, essayer de mettre en commun toutes nos démarches pour faire pression. Je pense que s'il y a un consensus aujourd'hui, c'est l'idée de se rassembler pour avoir des leviers plus importants que ce qu'on a en ce moment, en tout cas, et puis questionner certains angles morts. Fait que je tiens à remercier grandement Karim Larose pour ta générosité, ta présence puis ton leadership pour ce projet-là. Je pense que ça a été une super animation. Je pense que c'est le début de plusieurs autres initiatives. Je sais que tu en as déjà beaucoup sur ton plateau. Il y en a d'autres, puis je serais curieux de faire le pont avec Projet Collectif, qu'on en a déjà parlé, où est-ce qu'il y a déjà beaucoup de ressources. Fait que je pense que de mutualiser un maximum, c'est ultra important à cette étape-là. Pour tous les autres, j'ai mis dans le groupe, dans le chat, le groupe Facebook. On a 135 porteurs de projets sur Facebook qui se ressemblent. Je vous invite à adopter ce groupe-là, à vous l'approprier, à lancer des initiatives, à poser des questions. Nous, on s'engage à, comme Karim, en fait, s'engager à faire le suivi au niveau de la donnée, de voir aussi comment on peut vous être utile à travers de la mise en réseau ou d'autres initiatives dans le futur. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous dites comme ça serait bon ça, écrivez-le. Nous, on va essayer de faire ce qu'on peut pour le réaliser puis continuer la conversation. Fait que sans plus tarder, je vous souhaite une super belle journée puis merci de faire ce que vous faites, c'est ultra important. Oui. Merci à tous et à toutes. Merci.